à tous et merci de nous retrouver en cette fin de semaine sur Monaco Info. Voici le sommaire. Nous débuterons cette édition avec le portrait de jeunes monégasques ayant reçu le soutien de la commission d'insertion des diplômés. L'Opéra de Monte-Carlo a lancé sa première académie en recevant 10 jeunes russophones. Nous les avons rencontrés. Le Théâtre des Variétés proposait des projections de films et dessins animés en russe, doublés en français. Une équipe de Monaco Info était sur place. Nous avons assisté aux ateliers jeunesse de la Villa Paloma. Le jeune public s'est intéressé cette fois-ci au travail de Fausto Melotti. Et nous retrouverons en fin de journal notre invitée du week-end, la comédienne Anouk Grimbert, était sur la scène du Théâtre Princesse Grace avec la pièce La Révolte, mise en scène par Marc Paquien. Depuis 2010, la commission d'insertion des diplômés favorise le contact entre les jeunes de la principauté et les entreprises. Cette cellule est placée sous l'autorité du conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé. Je vous propose de l'écouter à ce sujet. C'est une belle réussite qui démontre que la concertation, la pédagogie, les explications sont bien préférables à la coercition. Et les meilleurs ambassadeurs aujourd'hui d'ailleurs de la commission d'insertion des diplômés, ce sont les jeunes. Vous avez, je crois, rencontré des jeunes qui ont de beaux parcours et de belles réussites. Je crois qu'ils démontrent tout simplement que quand on est monégasque, qu'on revient avec un diplôme d'une université, d'une grande école européenne ou mondiale, on a au moins autant envie que les étrangers, peut-être encore davantage, de réussir à Monaco, de se donner à fond dans une entreprise et de lui être fidèle et stable. Donc c'est une belle réussite. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de plus ? Eh bien peut-être mieux orienter en amont les jeunes pour le futur. Et nous allons renforcer notre action que nous menons depuis déjà maintenant 3 ans auprès des élèves de terminale à travers des activités, une après-midi de découverte professionnelle, pour leur présenter les métiers dont nous sommes certains qu'ils sont porteurs d'emploi et d'avenir en principauté. Donc bien sûr, chaque étudiant pourra toujours librement choisir la formation qui le passionne, même si elle n'est pas forcément après porteuse d'emploi à Monaco, mais notre rôle à nous, c'est de leur donner aussi les filières, de leur indiquer les métiers dont on est absolument certain qui leur permettront de travailler dans leur pays. Il y aura donc cette année un regroupement à la fois de la journée des métiers qui était organisée au collège Charles III et de l'après-midi découverte professionnelle. Nous allons nous réunir avec la direction de l'éducation nationale et faire une seule grande journée d'orientation et dans un nouveau lieu qui sera l'auditorium du centre Régnier III pour une grande journée de l'orientation professionnelle pour les monégasques et les enfants du pays. Vous l'avez compris, l'avenir des jeunes diplômés de la principauté reste une priorité. Ils sont chaque année de plus en plus nombreux à bénéficier de ce soutien. Je vous propose de découvrir le portrait de 3 jeunes femmes ayant récemment décroché un emploi grâce au travail de cette commission d'insertion. Ils ont une vingtaine d'années, diplôme en poche, ils viennent de décrocher leur premier emploi. Ces jeunes monégasques ou résidents de la principauté ont des profils bien distincts, mais ont tous été soutenus par la commission d'insertion des diplômés. Cette cellule exécutive est placée sous l'autorité du conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé et a pour mission d'accompagner et de favoriser les contacts avec les entreprises installées à Monaco. Depuis 5 ans, 750 jeunes ont été reçus pour un entretien individualisé et 180 diplômés ont trouvé un emploi correspondant à leur qualification. Jessica Testa en est l'un des exemples. Elle a récemment décroché un CDD dans une société de transport maritime. Assez rapidement après le bac, j'ai été contactée toutes les années par lettre pour me tenir informée, que je les tienne informés moi de mon parcours. Et à peu près 1 an avant que je sois diplômée, j'ai rencontré Madame Battaglia. Je lui ai expliqué un peu quelles étaient mes attentes, quelle étude j'avais fait, qu'est-ce que je recherchais par la suite. Et à partir de là, j'ai dû envoyer un CV, une lettre de motivation, et elle m'a mis en contact avec des offres qui correspondaient à mon parcours et à ce que je recherchais. J'ai dû avoir une formation au début parce que le secteur du transport maritime est assez spécifique. Et donc au début, j'ai même été envoyée en Chine pendant 3 semaines pour me familiariser avec les gros vraquiers, parce que voilà, ce genre de bateau, c'est pas des choses qu'on a l'habitude de rencontrer, de parler pendant les études. Donc j'ai eu une formation au début d'à peu près 2-3 mois pour que je me familiarise avec le secteur. Et donc maintenant, je suis analyste, déjà pour vous dire.
C'est-à-dire que je dois analyser le marché, la demande et l'offre qui sont propres à notre secteur, donc du transport maritime de marchandises en vrac, c'est-à-dire le fer, les céréales. Donc tous les jours, je fais des recherches, des analyses de données. Et donc c'est directement, bien sûr, en rapport à ce que j'ai comme études, parce que c'est des analyses de données, des statistiques, des études stratégiques, donc en rapport avec l'étude de management et business que j'ai fait. La commission d'insertion s'attelle à trouver des postes qualifiants répondant aux attentes des jeunes diplômés. Aujourd'hui, plus de 120 entreprises implantées en principauté sont partenaires et proposent donc une offre variée. CDMO, spécialisé dans le merchandising digital, a déjà recruté 3 collaborateurs avec l'aide de la commission d'insertion. Nous avons pris déjà plusieurs stagiaires et embauché, je crois, 3 personnes sur son programme. On est très heureux de pouvoir prendre des gens de la principauté. On trouve des gens bien éduqués qui ont fait des études intéressantes. Et surtout, avec l'équipe de Madame Battaglia, on a un dialogue intéressant sur nos besoins et le fait qu'elle recherche des profils qui nous intéressent. Claire Cellario est la dernière en date à être arrivée dans cette entreprise. On a étudié ensemble mon profil et comme je suis une personne qui est très intéressée dans tout ce qui est nouvelles technologies, web marketing, elle a pensé que mon profil conviendrait à CDMO et j'ai ensuite eu la chance de rencontrer la société. Et je travaille surtout sur le rayon du jouet. On travaille aussi sur le rayon du jeu vidéo et du DVD. Donc si vous voulez, le principe c'est que vous allez sur un site comme Amazon, Cdiscount ou la Fnac, vous cherchez un produit comme un jouet, un jeu vidéo, un DVD. Et nous fournissons depuis 15 ans les informations sur ces produits et les vidéos de ces produits. Et donc on travaille en 5 langues. On travaille avec plus de 12 pays et on fournit donc plus de 100 000 produits actuellement. Les qualités linguistiques font justement partie des points forts de ces jeunes diplômés, souvent partis à l'étranger pour valoriser leurs expériences. Là encore, la commission d'insertion n'hésite pas à faire appel à son réseau, un outil indispensable pour obtenir les meilleures offres. Après l'obtention de mon bachelor, je me suis inscrite à la commission d'insertion des diplômés où j'ai pu rencontrer Madame Battaglia, qui a été pour moi essentielle dans ma carrière puisque elle m'a accompagnée dans mes démarches, m'a encouragée, m'a conseillée et a tenu un lien constant avec moi durant toutes ces années. Grâce à elle, j'ai pu obtenir divers contacts professionnels, mais également un emploi chez Coty Lancaster. Aujourd'hui, après avoir passé 2 ans dans cette société, j'ai voulu me lancer un nouveau défi et valoriser également mon CV. Donc, j'ai décidé d'entreprendre un stage en finance à New York au sein d'un fonds d'investissement américain appelé OCP Capital, qui a finalement débouché sur une offre d'emploi que j'ai acceptée avec grand plaisir pour pouvoir revenir par la suite à Monaco, pouvoir travailler en étant dotée de cette expérience complémentaire. En 2015, dans le cadre de cet accompagnement, ils étaient 32 diplômés à avoir décroché un emploi. Une vingtaine d'étudiants ont pu trouver un stage et près de 30 ont pu recevoir des conseils sur leur parcours de formation par des professionnels. Grâce au travail des services de l'État, mais également à la croissance économique de Monaco, aujourd'hui, la principauté est l'un des pays qui offre le plus bel avenir professionnel à sa jeunesse. Parlons musique. Dans le cadre de l'année de la Russie à Monaco, l'Opéra de Monte-Carlo a ouvert une académie éphémère destinée à de jeunes chanteurs lyriques russophones. Ils sont venus se perfectionner quelque temps en principauté. Voyez ce reportage de Fabien Bonilla. Ils ont attendu cet instant depuis 3 semaines, depuis qu'ils sont arrivés en principauté plus précisément. Un gala de clôture avec un récital d'extraits d'opéra sur la scène de la salle Garnier devant un public. Ces 7 filles et 3 garçons font partie de la première académie de l'Opéra de Monte-Carlo, une académie éphémère dont le but était de les perfectionner au chant dans la langue française et italienne. C'est un vieux rêve d'aider des jeunes artistes à s'améliorer.
Et je crois que c'est notre rôle ici à l'Opéra de Monte-Carlo de le faire. Et cette année de la Russie nous a offert cette opportunité avec la Fondation pour la culture de Mme Medvedev de pouvoir inviter une dizaine de jeunes artistes, non pas pour leur apprendre à chanter, ils sont tous formés dans des conservatoires, mais pour les aider à préparer des rôles dans le style français et italien. Et c'est vrai que si dans certains conservatoires, ceux de Moscou, Saint-Pétersbourg notamment, on peut trouver des coachs à la hauteur de la situation, dans certains autres, parfois c'est un peu plus compliqué. Donc ça a vraiment été un stage de 3 semaines de formation sur des répertoires qu'ils ont finalement peu l'habitude d'aborder à un haut degré d'exigence. Le degré d'exigence que nécessite aujourd'hui la carrière internationale de chanteurs lyriques. Ce sont tous de jeunes chanteurs professionnels russes ou de culture russe. Ils ont répondu au printemps dernier à un appel à candidature et ont été sélectionnés par un jury monégasque. Pendant 3 semaines, ils ont enchaîné les cours. Alors ils ont eu un coach pour le répertoire italien et moi-même pour le répertoire français. Il y avait 3 ouvrages italiens, 3 ouvrages français. Donc nous avons monté pour chacun des chanteurs de l'académie 2 rôles français par chanteur. Qui ont été plus ou moins balayés ou approfondis en fonction de la longueur du rôle. Ça s'est déroulé en phase de session de prononciation, de diction, d'interprétation, une fois que la diction et la prononciation ont été assimilées pour savoir comment est-ce qu'on passe de la syllabe au mot, à la phrase et au sens, et ensuite à la musique. C'était une grande expérience pour moi, c'était une grande chose parce que j'ai toujours voulu venir franchement apprendre l'opéra française, l'opéra italien. C'est quelque chose qu'on ne fait pas vraiment en Russie. On a travaillé avec des grandes personnes du monde de l'opéra, des grands pianistes, des grands gens. Et c'était vraiment incroyable. Il y a beaucoup de gens, mais il y a peu d'élus. Mais en tout cas, on leur souhaite à tous une énorme carrière, beaucoup de succès, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, parce qu'ils ont vraiment énormément travaillé. Et toute leur qualité commence à se développer après ces 3 semaines. C'est vraiment agréable en tant que pédagogue. De jeunes chanteurs d'opéra dont on entendra probablement parler dans quelques années. En attendant, il n'est pas exclu que l'Opéra de Monte-Carlo réitère cette expérience et ouvre une 2e académie dans l'avenir, avec de jeunes chanteurs venant d'autres horizons. Nous restons du côté de la Russie avec une initiative du Théâtre des Variétés. L'établissement accueillait pendant 2 jours la projection de films et de dessins animés en langue russe, doublés en français. Frédéric Elion y a assisté. La Belle Barbara à la natte longue, par feu et par flamme, ou encore le Casse-Noisette. Ces films et dessins animés ne vous disent peut-être rien, mais pourtant ils sont très connus en Russie et dans le cadre de l'année de la Russie en principauté. Le centre culturel russe proposait Makifest au Théâtre des Variétés. 2 jours de projection de films et de dessins animés pour enfants, adolescents et adultes. L'occasion de découvrir la culture et les traditions russes via des œuvres de grands cinéastes russes. Nous avons décidé de faire les projections des animés et des dessins animés pour les enfants. Maintenant, c'est très intéressant parce que c'est une unique opportunité pour les enfants de voir les films russes et les dessins animés. 3 heures, c'est animation pour plus petits, les enfants, qui peuvent regarder juste l'animation avec la musique, sans mots, donc pour comprendre très bien. Et 6 heures, c'est le film pour plus adultes, pour adolescents, qui peuvent regarder le film russe double français. Donc c'est vraiment intéressant. Des pêches sans lui, il est allé pêcher. Oui, d'accord. Alors, petite mère, la joie, la... Certains des films, comme La Belle Barbara à la natte longue, datent des années 1970. Tous ont été doublés en français. Cette Makifest, avec projection de films et dessins animés russes, pourrait être renouvelée l'an prochain. Voilà donc la chose que je ne connaissais pas encore dans vos royaumes. Après le 7e art, place à un autre genre artistique. Tous les ans, le nouveau musée national de Monaco organise des ateliers jeunesse. Cette fois-ci, c'est à la Villa Paloma que les enfants ont pu s'inspirer du travail de Fausto Melotti
pour créer leurs œuvres. Un reportage signé Christina Thomel sur des images de Thomas Deus. Né en 2011 sous l'impulsion de 2 jeunes femmes, les ateliers jeunesse attirent chaque année de plus en plus d'enfants à la Villa Paloma ou à la Villa Sauber. Mode, cinéma, peinture, de nombreux thèmes sont abordés chaque année dans ces ateliers. Mais cette fois, c'est la céramique qui a retenu l'attention des petits qui se sont inspirés des œuvres de Fausto Melotti. Durant ces sessions, un artiste est invité pour transmettre son savoir-faire et durant ce stage sur la céramique, c'est l'artiste Daphné Corrigan qui a prodigué ses conseils aux enfants. Elle nous a appris à faire des boules comme ici, des cylindres, des cônes pour pouvoir réaliser des vases comme ça. Comment on fait des vases, des théâtrines et comment on forme les affaires. Est-ce que c'est compliqué ? Quelquefois oui, quelquefois non. C'est les enfants qui donnent aussi beaucoup. J'avais l'habitude de travailler avec les enfants, ça fait des années que je ne l'ai pas fait, donc c'était un retour un petit peu à tout ça. Et puis tourner autour de l'univers des Melotti, je pense que c'était pour eux un univers très riche d'imaginaire. Donc déjà, les enfants, ils savent très bien travailler avec tout ça. Et puis j'ai souhaité aussi leur apprendre des techniques aussi pour leur donner un petit peu d'indépendance. Je pense que là, ils sont armés pour faire à peu près n'importe quoi avec l'argile. Alors comment tu l'as imaginé ton théâtre ? Comme s'il y avait des enfants qui jouaient dedans et il y en a un qui avait fait tomber sa voiture. J'aime bien faire de la poterie et j'en avais déjà fait, alors je savais ce que c'était et je l'ai bien aimé. On a quand même attaqué un travail très très ambitieux pour des jeunes enfants. Là, on a des résultats qui sont assez probants pour des tout petits et ils ont bien géré l'histoire. Oui. J'ai appris à faire des sphères, à coller les choses avec la barbotine et voilà. Qu'est-ce que ça fait d'être le seul garçon ? Ça fait bizarre. C'est bien ou pas ? Ça dépend. Elles sont sympas ou ? Ça dépend lesquelles. Et t'épuises ? Un peu. Et c'est quoi la barbotine ? La barbotine, c'est un mélange de terre, d'eau, qui, en fait, ça fait de la colle un peu. Durant une semaine, chaque après-midi, les enfants se sont mis dans la peau d'artistes céramistes et sont entrés à la maison avec un nouveau don, de jolis souvenirs et de belles œuvres pour leurs parents. Les ateliers jeunesse accueillent 10 enfants au maximum par session et les premiers arrivés sont les premiers servis. En bref, dans le reste de l'actualité culturelle. L'exposition du nouveau musée national de Monaco, Construire une collection à la Villa Sauber, refermera ses portes ce dimanche. Il ne vous reste donc plus que quelques jours pour découvrir les œuvres phares du musée acquises ces 10 dernières années. Une idée de sortie en famille pour ce week-end. Le Théâtre Princesse Grace offre cette année encore une programmation prestigieuse. Parmi les nombreuses pièces proposées, à l'affiche Lettre d'une inconnue avec Sarah Biasini et Frédéric Andro. Un reportage signé Fabien Bonilla, Marion Sapé-Triomphe et Louis Borgia. Je baisais le bouton de la porte que ta main avait touché. Et je volais le reste du cigare que tu avais jeté avant d'entrer. Oh, il était sacré pour moi, tes lèvres l'avaient effleuré. Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig, mise en scène par Christophe Lidon. L'histoire d'un auteur de renom viennois. Il reçoit un jour une lettre bouleversante d'une femme. Elle y décrit son amour pour lui. Ce texte dévoile les ravages de la passion qu'elle a portée pendant toute sa vie à cet écrivain. Lui n'a aucun souvenir d'elle. Et pourtant, elle a même eu de cet homme un enfant qui vient de mourir. Mon enfant est mort hier et maintenant, je n'ai plus que toi au monde. Je n'ai plus que toi. Toi qui ne sais rien de moi et qui, à cette heure, t'amuses peut-être avec les hommes, les choses. Zweig arrive à se mettre dans la peau de cette femme de façon incroyable. On a même l'impression qu'il change son écriture pour cette nouvelle. C'est un texte magnifique, puis l'adaptation qui en a été faite est très subtile et très intelligente, enfin maligne, parce qu'ils arrivent à faire exister l'homme, celui qui reçoit la lettre, qui est l'auteur célèbre, qui vit seul, enfin tout ça, au travers même de la lettre qu'il reçoit, c'est-à-dire qu'il emploie les mots que
elle est censée dire. Donc il y a vraiment un travail très intéressant qui est fait pour les faire se rencontrer là sur scène. Donc il arrive à faire rencontrer une personne vivante qui reçoit une lettre, une personne qui est déjà partie et qui vient lui parler. Donc c'est que le théâtre qui permet de faire ça. Tu as métamorphosé toute ma vie. Je suis devenue tout d'un coup la première de la classe. J'ai lu des centaines de livres parce que tu aimais les livres. Et j'ai commencé brusquement à m'exercer au piano, avec une persévérance presque inconcevable parce que je croyais que tu aimais la musique. Sarah, votre personnage lui est particulièrement touchant, particulièrement attendrissant, j'ai l'impression. Elle fait tout ce qu'on peut faire par amour et tout ce qu'il y a de plus dangereux à faire par amour, c'est-à-dire s'oublier et s'annihiler et ne vivre que pour l'autre. Stefan Zweig a écrit cette pièce en 1922, il y a presque un siècle, et pourtant le thème reste moderne et d'actualité. L'amour, c'est quand même complètement universel, ça traverse toutes les époques. Oui, ça, c'est bien sûr que c'est toujours actuel aujourd'hui. C'est un amour absolu qui frise la névrose. Et ça a été écrit à une époque où on s'y intéressait particulièrement. Et ça, je pense que, à mon avis, tant que l'être humain existera, on y aura droit. Et comme je me retournais, avec une irrésistible curiosité, j'ai vu que toi aussi, tu t'étais arrêté. Et que tu me suivais du regard. Je ne vous ai probablement pas reconnu. Non, tu ne m'as pas reconnu. Ni alors, ni jamais. Après Lettre d'une inconnue, prochaine représentation au Théâtre Princesse Grace le mercredi 11 novembre, consacrée aux amants du siècle, avec 2 spectacles en un, Elle et lui, en première partie, de Georges Sand, et La confession d'un enfant du siècle d'Alfred de Musset. Nous restons au Théâtre Princesse Grace pour rejoindre notre invitée du week-end, Anouk Grimbert. La comédienne était de passage en Principauté pour présenter sa pièce La Révolte. Je vous propose de la retrouver tout de suite sur scène. Anouk Grimbert, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous partagez la scène au Théâtre Princesse Grace avec Hervé Briot qui joue votre mari. Un mari et plus largement une situation qui ne convient plus à votre personnage, Elisabeth. Qu'est-ce qui vous a séduit en fait dans ce rôle? C'est l'histoire d'une femme qui se remet en vie, qui décide un jour de quitter son foyer conjugal. Et cette espèce de non-vie qui était la leur. Lui, c'est un banquier qui est satisfait, qui pense qu'à l'argent, qui pense qu'à faire de l'argent. Elle travaille à son service. Et en fait, elle a passé toutes ces années avec lui sans qu'il s'aperçoive jamais qu'elle existait, qu'elle avait des yeux, qu'elle avait un cœur, qu'elle avait même peut-être une âme, et qu'en fait, elle détestait ce monde-là, ce monde de l'argent, ce monde exclusivement matériel, où il n'y a pas une place pour rêver, pour juste vivre. Alors elle va tout quitter, même son enfant. Ouais. C'est une pièce très forte, mais finalement encore très contemporaine. Comment est-ce que vous jugez par contre sa résignation à la fin? Je la déteste. Je la déteste et en même temps, c'est la raison même de cette pièce. Si c'était simplement une femme qui quittait son mari, ce serait un drame bourgeois. Il y en a beaucoup, ça peut être très intéressant, mais c'est pas ça. Cette pièce raconte une femme qui a retardé de vivre pour essayer de convenir à son mari, à la société, tout ça. Et puis un jour, elle décide d'être enfin elle-même et elle a le courage de le faire, sauf que c'est trop tard. Elle a trop retardé et il ne reste plus rien en elle comme force. Alors, qu'est-ce que ça a de incroyablement moderne, cette pièce qui nous parle aux femmes comme aux hommes? C'est peut-être... attendez pas demain pour vivre, parce que demain, vous aurez peut-être plus les forces. Et c'est pas une pièce triste, parce qu'elle est c'est tellement dur que c'est pas triste, ça donne envie. Ça donne envie, quoi.
Et alors justement, comment est-ce que vous choisissez vos personnages ? Je choisis des personnages, mais je choisis aussi des pièces. Je choisis un monde, je choisis un auteur, je choisis quelqu'un qui a mis de lui dans un texte et où indéniablement il y a une sincérité et puis une beauté. C'est une très très belle langue, hein, parce que c'est pas seulement une femme qui quitte son homme, c'est une langue extraordinaire à entendre. Et moi j'aime ça. Et puis c'est vrai que je m'aperçois que d'année en année, je choisis souvent des femmes qui n'ont plus d'autre choix que d'être libres et au risque de tout perdre. Oui, des femmes très fortes souvent. Très fortes et très pas à l'aise avec la société. Mais c'est en fait un signe de grande force. Et alors le public, vous avez découvert très jeune sur les planches. Comment aujourd'hui vous ressentez ? Est-ce que vous ressentez toujours les mêmes émotions lorsque vous montez sur scène, lorsque vous êtes devant la caméra ? Ça a changé au fur et à mesure du temps ? Mais c'est devenu plus raffiné. Je pense qu'avant, j'étais un peu comme une biquette qui courait dans les alpages et je ne me rendais même pas compte qu'il y avait des gens devant moi. Et c'est d'ailleurs pour ça que les gens me demandaient souvent, c'est que c'était pas mon rêve d'être actrice et je l'ai fait c'était pas mon rêve d'être une star, c'était pas mon rêve, je voulais autre chose, quoi. Et j'ai ramené cette autre chose sur une scène. Et en fait, je continue maintenant. C'est toujours cette autre chose qui m'amène sur scène, sauf que quand même, je crois que je comprends mieux les textes, je suis plus... Et en fait, bizarrement, être acteur, c'est pas tellement se montrer. Être acteur, c'est disparaître derrière un personnage, derrière un auteur qu'on fait exister. Et ça, je le fais mieux qu'avant. Et alors, à côté du théâtre et du cinéma, vous avez une autre passion. Vous prenez le temps de dessiner, d'exposer parfois. C'est une forme d'exutoire pour vous ? D'exutoire à quoi ? Théâtre, au monde du théâtre, au monde du cinéma. Mais ma vie, c'est pas que le monde du théâtre, ma vie, c'est la vie. Et oui, je crois que je dessine d'abord pour être seule, pour qu'on ne me dise pas d'aller à droite ou à gauche, ce qu'on me dit souvent quand je suis une actrice, mais aussi dans la vie, on se permet de vous dire va à droite, va à gauche, pense comme ci, pense comme ça. Et puis bon, moi, depuis toujours, j'adore la patouille, j'adore les couleurs, j'adore partout, dans toutes les villes où je vais, j'ai ma boîte de couleurs, je passe mes journées. Dès que je joue pas, je dessine. Et puis j'ai la chance d'être tombée sur des gens qui suivent mon travail de dessin, qui sont des gens assez fantastiques, qui se sont occupés de Giacometti, de Artaud, de Michaud, du Buffet, enfin, bon, pas des ploucs, quoi. Et qui me suivent. Et j'adore avoir cette double vie. Bon, on espère peut-être prochainement avoir une expo de vous à Monaco. Mais ne vous gênez pas. Ça sera avec plaisir. En tout cas, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci. Ce journal est à présent terminé. Je vous propose de nous quitter avec les prévisions météo de ces prochains jours. Et je vous souhaite un agréable week-end. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Samedi, maintien d'un temps sec et ensoleillé. Les températures seront encore agréables pour la saison avec 15 degrés au lever du jour et 22 degrés au plus chaud de la journée. Dimanche, quelques nuages passagers feront leur apparition sans toutefois de dégradation notable du temps. Lundi sera plus couvert que les jours précédents. Les températures seront proches des normales de saison avec 14 degrés dans la matinée et 19 degrés dans l'après-midi. Et finalement, mardi, le ciel sera incertain, en grande partie nuageux. À noter un risque de pluie au cours de la journée. Les températures seront en légère baisse.
La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.